Donc, bienvenue à ce 7e cours sur la validation puis les fichiers externes. Donc, on avait vu le principe de validation avec les fonctions d'assert dans le premier travail pratique, mais il existe une fonction comme sur les stéroïdes qui me permet de faire beaucoup de validation en même temps puis d'une manière beaucoup plus conviviale que ce qu'on a vu auparavant. Donc, on a une fonction qui s'appelle Validate Attributes. Et Validate Attributes a une panoplie d'options intéressantes qui peuvent être utilisées pour faire de la validation. Donc, le principe, ça reste le même. Ça va vérifier des conditions quelconques. Puis, si les conditions ne sont pas remplies, la fonction va générer une erreur pour arrêter mon programme. Donc, le principe, c'est qu'on a les éléments qu'il faut envoyer à Validate Attributes. Ça va être les éléments à tester, le type de données, qu'on va appeler ça la classe dans ce cas-ci, puis les différents attributs, okay, donc les différentes caractéristiques qu'on a besoin de vérifier. Fait que si on a un exemple, on peut avoir ici une... puis ça peut être soit une variable, soit une matrice ou n'importe quoi d'autre. Fait que on peut avoir ici le type qui va être numérique. Puis le principe, c'est que les différents types, okay, ça va être ceux qu'on connaît. Puis en fait, il y en a d'autres qui existent dans MATLAB. Là. Fait qu'on peut voir ici qu'on a le type double, on a le type char, on a le type logical, puis on a même le type numérique qui me permet de dire que c'est n'importe quoi dans des autres types numériques de MATLAB. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, par exemple, c'est que quand on travaille avec ces différents éléments-là, les classes et attributs, ça utilise un élément que nous, on ne verra pas en détail dans le cours, qui est des cellules. Okay? Donc, des cellules, c'est un peu comme une collection, okay, comme les tableaux, mais ça ne régit pas, c'est pas régi par les mêmes règles. Puis, à la place d'utiliser des crochets carrés, ça utilise des accolades. Okay, si on le regarde dans les exemples, j'ai dit des accolades, comme ça ici. On peut voir que les classes puis les attributs à tester vont devoir être entre accolades. Fait que juste à savoir que c'est entre accolades, on est correct. Fait que on peut avoir le type, donc la classe qu'on appelle, puis après ça, on peut avoir la série d'attributs. Donc on peut avoir, qu'est-ce qui est intéressant avec Validate Attributes, c'est qu'on peut avoir une condition ou on peut en avoir plusieurs. Donc dans ce cas-ci, la condition à tester, ça va être la taille, puis on peut comme donner des arguments à qu'est-ce qu'on veut tester. Fait que je veux que la taille, ça soit une 4 par 6 par 2. Donc ça sera un tableau de 3 dimensions, 4 lignes, 6 colonnes, 2 profondeurs. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les attributs, on en a vraiment beaucoup d'intéressants. Donc si on s'en va voir les attributs, on peut demander, est-ce que c'est un tableau 2D? Est-ce que c'est un tableau 3D? Est-ce que c'est un tableau de 1D? Okay? Est-ce que c'est un scalaire? Est-ce que c'est juste un vecteur qui est un tableau d'une dimension de soit en ligne, soit colonne? Est-ce que c'est une matrice diagonale avec juste des informations dans la diagonale? Est-ce que c'est plus grand qu'une valeur? Est-ce que c'est plus petit qu'une valeur? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est pair, impair? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est un tableau qui est croissant? Donc, il y a une panoplie d'options disponibles qui me permet de faire de la validation d'une manière beaucoup plus conviviale que ce qu'on a fait auparavant. Fait qu'ici, on a en fait quelques exemples juste pour démontrer. Fait que mettons ici, j'ai une valeur X, je veux que ça soit un scalaire, et je veux que ça soit positif et pair. Fait que j'utilise Validate Attributes, je regarde c'est quoi X, en ce moment, X ça viendrait quelque part d'autre. C'est numérique, j'aurais pu mettre double ici aussi, ça ferait la même chose. Puis là, j'ai la liste des attributs, puis je peux en avoir plusieurs. Là.
Fait que je veux scalaire, je veux positif, puis je veux pair. S'il y a n'importe quel de ces attributs-là, de ces caractéristiques-là qui ne sont pas bonnes dans X, ben ça va me générer une erreur. Si on le regarde en action, on va faire X égale à 5. Fait qu'on peut voir ici que c'est supposé être even. Puis si je le fais avec une valeur paire, ben on n'a pas de problème, ça passe comme si de rien n'était, comme un assert autrement vu. Fait que le validate attributes nous permet de nous faciliter la validation. Donc, dans le travail pratique 2, je vous conseille fortement d'aller voir le validate attributes quand on vous demande de la validation. Ensuite, deuxième sujet de la journée, c'est les fichiers externes. Donc, le principe de fichier externe, c'est pour aller ingérer de l'information ou exporter de l'information de ton programme, à place de faire ça à travers des saisies ou à place de faire ça à travers des affichages, ben, on va être capable d'aller lire des fichiers puis d'aller écrire des fichiers qui vont rester permanents sur l'ordinateur, même après d'ouvrir ou de fermer MATLAB. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille avec des fichiers, il existe deux types de fichiers. Okay? Il y a des fichiers texte. Des fichiers texte, en fait, c'est des représentations en mémoire de tous les codes ASCII qu'on a vus quand on a travaillé avec les chaînes de caractères. Puis on a les fichiers binaires, qui va être directement ce qui est dans la mémoire de MATLAB, qui est écrit dans le fichier. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Puis on va travailler dans le TP2 avec les fichiers texte. C'est que les fichiers texte, on peut les ouvrir dans bloc-notes puis voir leur contenu sans problème. Les fichiers binaires, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est qu'ils vont être plus petits parce que l'information va être plus compactée. Mais la problématique, c'est qu'on ne peut pas l'ouvrir, voir qu'est-ce qu'il y a. Puis avec les fichiers binaires aussi, il faut vraiment savoir l'ordre dans lequel les informations ont été écrites, être capable d'aller les rechercher dans le même ordre. Sinon, ça se peut qu'on jumble un peu les informations. On va voir aussi, on va voir que l'utilisation de fichiers, il n'y a pas de nouvelle syntaxe de MATLAB, mais il y a l'utilisation de fonctions, puis il y a de la compréhension de concepts. Que l'utilisation de fichiers va se faire à travers une série de fonctions, puis les différentes fonctions vont présenter des concepts, mais il n'y aura pas de nouvelle syntaxe, dans le sens qu'on ne rajoute pas des nouveaux mots-clés, on ne rajoute pas des nouvelles instructions. C'est juste des nouvelles fonctions, mais c'est des fonctions qui ont des paramètres d'entrée, qui donnent des retours. Tout ça, ça reste pareil. Fait que le concept le plus important quand on travaille avec des fichiers externes, c'est le principe de l'identificateur de fichiers. En anglais, ils appellent ça le file ID. Vous allez voir dans la documentation, c'est habituellement dans une variable qui s'appelle le FID. Donc, quand je veux travailler avec un fichier qui est sur mon ordinateur, ce fichier-là, il va falloir qu'il ait un nom, puis qu'il y ait du contenu à l'intérieur. Mais à chaque fois que je vais vouloir interagir avec le fichier, je ne vais pas toujours vouloir avoir à utiliser le nom, puis le chemin, puis dans quel dossier il est ce fichier-là. Fait que quand on veut travailler avec un fichier, ça va se faire toujours en 3 étapes, puis ça va utiliser le concept d'identificateur de fichier. Donc, c'est quoi les 3 étapes? Bien, la première étape, ça va être d'ouvrir le fichier. Puis quand je vais ouvrir le fichier, on va avoir une fonction qui s'appelle fopen qui va générer l'identificateur de fichier. Donc, l'identificateur de fichier, c'est quoi? Le concept que je peux voir là. Donc, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous êtes allé dans une banque, là, surtout ces temps-ci. Mais quand tu vas souvent dans une banque, en tout cas moi, à ma petite case pop, le principe, c'est que quand tu arrives, tu fais pas la file, là, tu t'en vas à une machine, tu payes sur la machine, puis la machine te donne un numéro. Puis à partir de ce moment-là, je suis plus Hugo Leblanc, je suis numéro 17. Puis quand on va demander à jaser à numéro 17, je vais savoir que c'est mon tour. Fait que l'identificateur de fichier, c'est exactement le même principe. À la place d'avoir un
élément très détaillé de c'est quoi le fichier, c'est quoi son nom, et ainsi de suite, quand on va utiliser la fonction fopen, la fonction fopen va nous donner un élément qu'on va pouvoir sauvegarder dans une variable qui va être l'identificateur de fichier qui va juste être un numéro. Puis à partir de là, quand je vais vouloir retravailler avec le fichier, quand je vais vouloir lire son contenu, quand je vais vouloir aller écrire des choses dedans, je vais utiliser l'identificateur de fichier, le numéro qu'on m'a donné pour représenter ce fichier-là. Fait que quand j'ouvre plusieurs fichiers, ben, on va avoir différents numéros qui vont être liés aux différents fichiers. Fait que, première étape, on va avoir le fopen qui me donne l'identificateur de fichier. Après ça, oui. Ben, le principe, c'est que si tu changes le nom du fichier pendant que ton programme est en train de l'utiliser, ça va devenir problématique. Parce que lui, il va avoir fait un lien avec ce fichier-là. C'est ça ta question ou... Ben oui, là. En fait, le principe, c'est si tu veux aller en génie logiciel par la suite, là, ils appellent ça des inodes, qui sont les emplacements des fichiers sur le disque. Là. Mais c'est plus loin que qu'est-ce qu'on a là. Nous autres, on va juste avoir un numéro, puis derrière MATLAB, lui, il sait où c'est que c'est. Là, t'sais. Fait qu'on a le fopen nous donne l'identificateur de fichier. Après ça, on va avoir une panoplie de fonctions qui va pouvoir lire le fichier, qui va pouvoir écrire le fichier, dépendamment de ce qu'on veut faire. Puis la troisième étape, okay, qui est primordiale avec la première, ça va être de fermer le fichier. Donc, puisqu'on est en train d'utiliser les fichiers de manière informatique, hein, de manière structurée informatiquement, ça va être important d'ouvrir, travailler sur le fichier, puis de fermer le fichier à chaque fois. Parce que sinon, ça peut causer des problèmes où c'est que le fichier reste ouvert dans le système, puis tu n'es plus capable de le bouger, tu n'es plus capable de l'éditer, il y a plein de problématiques qui peuvent venir avec ça. Fait que on va regarder un peu chacune de ces étapes, puis on va regarder pour chacune des types de fichiers, soit texte ou binaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait que pour l'ouverture de fichiers, c'est assez direct. On va se créer un premier fichier juste pour pouvoir... Ben, premièrement, on va voir quelque chose. Si les choses, donc je veux avoir une nouvelle variable que je vais appeler FID, juste pour avoir le contenu. Donc, je fais FID, je fais fopen, puis là, j'ai un fichier que je vais essayer d'ouvrir. Puis, le principe, c'est que si j'ai réussi à avoir le fichier, il va me donner un nombre positif dans le FID. S'il n'a pas réussi à ouvrir le fichier, ça va me donner un -1. Donc, en ce moment, il n'a pas réussi à l'ouvrir parce que le fichier n'existe pas. Hein? Fait qu'on va s'en créer un, juste qui va exister. OK. Fait que là-dedans, on va juste dire allô, la classe. Attends. Puis maintenant, si je fais un clear, puis je refais la même ouverture, il faudrait que je donne le bon nom. Test. Et je peux voir que ce coup-là, j'ai réussi à l'ouvrir. Fait que là, à partir de là, d'avoir ça dans une variable, là, par convention, on appelle ça le FID, là, mais c'est une variable comme un autre. J'aurais pu l'appeler patate. Puis à l'intérieur, il y a vraiment juste un chiffre. Là. Derrière, c'est MATLAB qui sait que le fichier 3 est relié à test.txt pour être capable de travailler avec. Fait que, à partir de là, qu'est-ce qu'on va souvent avoir, c'est ce genre de convention-là, où c'est que j'essaie de l'ouvrir, puis je m'assure que c'est pas vide avant de continuer. Ici, quand je l'ouvre, j'ai la possibilité d'avoir un chemin relatif, hein, donc par rapport au dossier courant, puis je peux avoir un chemin absolu. Donc j'aurais pu ici marquer, là moi je suis sur un système de
basé Unix, ça fait qu'il y a des slash à la place du C2 points, là. Mais slash users .documents MATLAB, j'aurais pu l'écrire au complet à place de ici. Comme ça. Si je vais aller en chercher un qui est à un endroit spécifique. Je peux aussi avoir des chemins relatifs où quand je fais le fopen, toujours le FID, mettons, là, je pourrais aller chercher ce qu'on dit avec un dossier relatif. C'est que tu peux soit avoir un dossier courant puis aller à l'intérieur. Donc, je pourrais avoir ici, mettons, un dossier. Puis, dans le dossier, donc, je peux voir ici qu'il a réussi à l'ouvrir. OK. Puis, je peux aussi monter d'un dossier. OK, aller plus haut. Si je m'en vais en ce moment dans ce dossier-là, si je veux réouvrir celui-là, mon test.txt, hein, en ce moment, je suis dans le dossier ici, là, dans le dossier qui s'appelle dossier. Puis j'ai mon fichier test qui est dans mon dossier MATLAB, qui est dans un dossier plus haut que le dossier courant. En utilisant le 2 points, je peux remonter d'un niveau comme j'ai besoin. Pour fermer un fichier, oui. Oui. Si tu veux avoir plusieurs niveaux, ce que tu préfères, c'est avoir plusieurs 2 points. Ça montrait de 3 dossiers avant d'aller essayer de chercher le test. Et voilà. OK. Donc, ensuite, quand je vais vouloir fermer les différents fichiers, il va falloir que j'utilise le fclose. Et le fclose, lui, il va prendre le file ID. Fait que je peux envoyer le file ID à fclose. Puis, lui, s'il me retourne 0, c'est qu'il a réussi à le fermer. Et j'ai maintenant relâché le fichier. Si, là, comme j'ai fait, j'ai comme essayé plein de fichiers, puis j'en ai ouvert quelques-uns, puis j'ai perdu les FID en chemin, je peux faire fclose avec un all. Okay, donc le texte all qui va juste tout fermer les fichiers, puis à partir de là, sont tous fermés. Et voilà. Fait que ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai utilisé le fopen avec juste le nom du fichier, j'ai ouvert le fichier en lecture seule. Ça veut dire que je ne pouvais pas modifier le contenu du fichier, je pouvais seulement aller lire le contenu déjà existant. Puis quand j'ai fait le fopen, il fallait que le fichier existe pour que le fopen fonctionne. Mais on peut ouvrir les fichiers en mode d'écriture. Donc, pour écrire dans des fichiers, on va rajouter un mode d'opération à fopen. Puis on va avoir 2 types de modes d'écriture. On va avoir le mode W pour write, puis le mode A pour append ou ajouter. Donc le principe, c'est que les deux vont ouvrir le fichier en écriture, donc je vais pouvoir aller écrire des choses dans le fichier. Mais quand je l'ouvre en mode W, ça va effacer le contenu déjà existant du fichier. Si je l'ouvre avec le A, ça va venir ajouter des éléments à ce fichier-là. Donc ici, je donne un exemple. J'ai un fichier qui a Allo la classe. Si je décide de le rouvrir avec le mode W, ça va aller écraser le texte déjà existant. Fait que j'ai perdu le contenu du fichier quand je l'ouvre avec W. Je refais close pour être certain de bien travailler. Si je veux réouvrir un fichier en mode d'écriture, mais en mode ajout,
on va avoir le fichier qui va rester avec les informations à l'intérieur et qu'on va pouvoir ajouter à l'information existante. Fait que, on sait comment ouvrir des fichiers, on sait comment fermer des fichiers. Ce qu'on veut faire ensuite, c'est d'être capable d'écrire des informations dans le fichier. Fait que pour écrire dans un fichier texte, c'est assez simple. En fait, on l'a déjà vu, on a la fonction fprintf. Hein? C'est la fonction qui nous permet d'afficher dans la fenêtre de commande. Elle va aussi nous permettre d'afficher, en fait, d'écrire dans un fichier texte. Fait que la seule chose différente pour faire en sorte d'écrire dans un fichier plutôt que dans la fenêtre de commande, ça va être d'ajouter comme premier paramètre l'identificateur de fichier. Fait que on fait ça. On rouvre mon affaire, puis je veux faire un fprintf de ce fichier-là. Et si je regarde, j'ai maintenant le Hello. Puis, un principe qui est important avec les identificateurs de fichiers, ça va être le principe de curseur. Fait que si je refais un autre fprintf, lui, il va aller écrire où c'est qui était rendu dans le fichier. Fait que le fichier, il est conscient d'où on est rendu pour être capable de ne pas avoir à écrire juste une fois. Là. On peut écrire autant de fois qu'on veut. Puis lui, il est conscient de où c'est qu'il est rendu. Puis il peut continuer dans cette lignée-là. Donc, pour écrire des fichiers texte, c'est assez simple. On a le fprintf qu'on rajoute, le file identifier. Après ça, le fprintf, on l'utilise depuis la première semaine. On est rendu des semi-experts. Oui. Ici, le fprintf sort le nombre d'éléments qu'il a écrit, mais ici, si tu fais juste mettre un point-virgule, il va juste pas le mettre. Il n'y a pas de différence dans l'action qui est prise. Est-ce que c'était ça ta question ou c'est là. Alright. Donc, on va fermer ce fichier-là en écriture. Et on va aller faire l'inverse. On va aller lire dans le fichier. Pour aller lire dans un fichier, il faut l'ouvrir en mode lecture. On ouvre ça, on reçoit notre identificateur de fichier. On est prêt à faire de la lecture. Fait que pour faire de la lecture, on a une panoplie de fonctions qui me permet de travailler et d'aller chercher les informations. Donc, premièrement, on va avoir une fonction de statut. Okay? Donc, FEOF va permettre de détecter si un curseur arrive à la fin d'une ligne. Ensuite, on va avoir fgetL puis fgetS qui va retourner une ligne de texte d'une shot. Puis avec fgetL puis fgetX, on va la différence entre les deux, c'est que le fgetL va retourner sans le caractère de saut de ligne, puis le fgetS va le retourner avec le caractère de saut de ligne. Qu'est-ce qui va se passer habituellement quand on veut parcourir un fichier puis lire chacune des lignes? Hein? On va avoir, si on le fait, mettons, manuellement. OK, fait que je fais FEOF de mon FID. Je demande, est-ce que mon curseur, hein, parce qu'on s'est dit qu'on sait on est où dans la position du fichier, quand on commence en lecture, il va être au début. Fait que je demande, est-ce que je suis à la fin? Il me dit non. OK, il dit 0, il n'est pas à la fin. Fait que là, je peux faire un fgetL ou un fgetS. Puis ça me retourne la chaîne de caractères qui a été lue. Puis là, je suis capable de dire, OK, cool, est-ce que je suis rendu à la fin du fichier? OK, je suis pas à la fin du fichier. Est-ce que je
peux aller faire un autre FGTL. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un principe de curseur. Le principe du curseur va nous dire je suis rendu ici, j'ai lu la première ligne, fait que si je lis la deuxième ligne, je vais être capable d'aller chercher la deuxième ligne de texte. Donc, c'est la même chose, là. OK? Donc, j'ai utilisé la même fonction, mais avec le principe de l'identificateur de fichier, qui a un curseur de position à l'intérieur, j'ai été capable d'aller chercher les différentes informations. Puis maintenant, si je fais FEOF, ben, ça me dit je suis à la fin de mon fichier, OK? Parce qu'il n'y a plus rien à lire. Si j'essaye de refaire FGTL, ben, ça me donne -1, OK, comme valeur, parce qu'il n'y a plus rien à lire. Fait que ici, si je veux, je peux utiliser F-Rewind pour remettre mon curseur au début du fichier. Puis, ce qui va se passer souvent, c'est qu'on va utiliser une boucle qui va nous permettre de aller chercher chacune des lignes. Oh, je suis pas capable d'écrire. Rewind. Et on va faire printf. Comme ça. Qui va venir afficher chacune des lignes jusqu'à temps que je suis à la fin de mon fichier. Je sois à la fin de mon fichier. Fait qu'on est capable de lire les informations ligne par ligne avec les FGTL ou le FGETS, hein, la différence. Si on refait ça encore, fait que on refait mon F-Rewind. Habituellement, le F-Rewind n'est pas utilisé dans nos programmes. C'est vraiment juste pour avoir à fermer puis de rouvrir le fichier. Fait que si je fais un FGETS, ce que je peux voir, c'est que ma chaîne de caractères, elle continue. Il y a un \n qui est inclus là. OK? Donc, c'est ça la différence entre le FGETS et le FGETL. Il y en a un qui va aller chercher la chaîne de caractères avec le \n. On va aller chercher la chaîne de caractères d'une seule ligne sans le \n. Il va le lire quand même, mais c'est juste qu'il ne le retourne pas. Parfait. Ensuite, fait que ça, c'était pour les fichiers texte. Donc, on est capable d'écrire dans des fichiers texte. On est capable de lire dans des fichiers texte. Fait qu'on est capable après ça de transférer l'information comme on veut. On a le principe ensuite de fichiers binaires. Donc, même principe, mais pour les fichiers binaires, ça va être d'autres fonctions. Fait que, on va faire un fclose. Et on va s'ouvrir un nouveau fichier binaire. Ici, l'extension n'a pas d'importance. C'est toi qui décides. Moi, j'ai moins .bin pour me rappeler que c'est en binaire. Puis, je le veux en écriture. Fait que, oups. On va l'assigner nous-mêmes. OK. Fait que, on a notre FID qui est à 3. On a fait notre fopen. Pour être capable d'écrire des choses dans un fichier binaire, on va utiliser la méthode fwrite. Donc, fwrite va être la fonction qui permet d'écrire dans le fichier binaire, puis elle va prendre 3 paramètres. Le premier paramètre, ça va être l'identificateur de fichier. Il faut savoir dans quel fichier on s'en va écrire. Le deuxième, ça va être qu'est-ce que je veux aller écrire à l'intérieur. Ça peut être soit une seule valeur ou un tableau de valeurs. Puis le troisième paramètre, ça va être le type de données. Donc le type de données, on les connaît, on a le double, on a le char, mais le but des fichiers binaires étant de avoir une information plus petite, on va aussi se doter d'un nouveau type pour les nombres entiers seulement. Donc les nombres entiers, okay, on peut utiliser ce qu'on appelle le integer, un int 32 sur 32 bits, donc ceux qui ont fait TCH 09 ou 010. OK, on parle d'entiers sur 32 bits, mais le principe, c'est qu'on peut utiliser ça pour des entiers. Fait que quand je veux aller écrire des choses, je peux aller les écrire de cette manière-là. Ici, j'écris ça dans mon fichier binaire. OK.
j'ai maintenant dans mon fichier binaire des choses. Là, à l'intérieur, OK, je peux pas lire le contenu de mon fichier binaire. OK? Donc, j'ai écrit un char, là, fait que là, lui, ça, il est capable de le reconnaître, mais les autres informations, OK, c'est en binaire, c'est en 0 puis en 1, je ne peux pas le regarder de manière textuelle. Fait que, pour être capable de sortir ces informations-là, il va falloir que je lise le fichier de manière binaire, puis il va falloir que je le lise dans le même ordre, puis en sachant la taille des choses que j'ai écrites. Fait que là, j'ai écrit un int32, j'ai écrit 6 double, puis j'ai écrit 4 char. Il faut que je sache ces informations-là pour être capable d'aller ressortir les informations. Donc, pour aller chercher l'information, on va le réouvrir en écriture. Et là, je suis dans binaire bin. Parfait. Encore une fois, c'est positif, tout va bien. On a ouvert le fichier avec succès. Donc, on va avoir ici fread qui va me permettre d'aller lire dans un fichier binaire. Lui aussi prend 3 paramètres. Le premier, même principe, l'identificateur de fichier. Le deuxième, par exemple, ça va être la taille de ce que je vais aller lire. Puis le troisième va être la classe. Fait que si je veux aller lire les informations, il faut que j'aille les lire dans le même ordre avec la même taille. Fait que ici, si je veux aller lire la première information que j'ai écrite, je suis obligé de faire ça en premier. Là. OK? Je ne peux pas skipper et aller chercher tout de suite les doubles que j'ai mis. Là. Je suis obligé de le lire dans le même ordre. Donc, je lis un int32. Ensuite, je lis une matrice. Je peux donner une taille si je veux. J'aurais pu marquer 6, ça m'aurait donné genre juste une ligne, mais si je veux avoir la même taille, je vais aller chercher avec la taille. Ça me redonne la même matrice. Puis, je peux aller aussi lire jusqu'à la fin du fichier. Donc, si je sais que les informations vont jusqu'à la fin du fichier, je n'ai pas besoin de mettre la taille. Ici, par contre, puisque c'est des chars en ce moment, lui, il n'est pas conscient de ça, il va juste aller lire les valeurs. Fait que, il va falloir que moi-même, je vais modifier ça. Là, ici, je peux faire une transposition. Là. La transposition, c'est juste d'inverser pour que ça soit une transposée de matrice. Fait que ma chaîne finale, ça va être un char de chaîne lue transposée. J'ai été capable d'aller chercher les informations de mon fichier binaire. Encore une fois, pour les fichiers binaires, qu'est-ce qui est important de se souvenir? C'est que il faut savoir l'ordre et le nombre d'informations que j'ai été écrire à chaque étape pour être capable d'aller les récupérer dans le même ordre. Ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on voulait voir aujourd'hui. Comme d'habitude, on a des petits exercices qui sont à l'intérieur du cours. Puis, comme d'habitude, sur le site, on a aussi une série d'exercices sur les fichiers à faire. Donc, ce serait tout pour notre partie magistrale d'aujourd'hui. On va ouvrir les breakout rooms pour qu'on puisse commencer à travailler.